merci à tout le monde d'être là. Moi, je m'appelle Ligia, je serai la médiatrice de cette conversation. Je suis là avec Naomi Fontaine cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, ça fait très, très plaisir. Nous pouvons voir un peu les gens qui sont là, des gens que je connais, mes profs, mes collègues aussi. Donc, merci à vous d'être là. J'aimerais aussi remercier Joanne qui est ici à côté, qui nous a aidé à faire cette connexion aussi, à trouver la place, à faire toute l'installation. Donc, merci beaucoup pour tout l'échange qu'on a eu ces derniers mois. C'est très apprécié. Merci au Cégep de cette île aussi de nous avoir accueillis, au Greenock aussi. Et au CRILC, bien sûr, merci à mes collègues Vincent, à mon collègue Vincent qui est de l'autre côté, à, à tout le monde au CRILC qui nous a aidé à organiser cet événement. Et aussi le soutien. Sans le soutien, ça n'aurait pas été possible. Et bien évidemment, merci à mes collègues, à mes professeurs de l'Université fédérale du Paraná, sans qui rien de ça n'aurait été possible. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté ces projets. Et je suis très contente de pouvoir être ici avec vous aussi. Et merci à notre participatrice présentielle. Merci. Donc, pour commencer, j'aimerais donc, je vais tout de suite passer la parole à Naomi Fontaine pour qu'elle se présente un petit peu et aussi comment c'était pour toi de recevoir cette invitation. Ok, merci. Kwekwe, je vais me présenter. Moi, c'est Naomi Fontaine. Moi, je suis de Wahat, la communauté de Wahat Makmaliotenam, qui est située juste à côté de cette île ici, où est-ce qu'on se trouve sur la côte nord. Moi, je suis la maman de 2 garçons. Ça, j'ai 2 grands garçons. J'ai un grand garçon puis un petit garçon qui sont tous les 2 Inuits aussi. Je travaille présentement au Cégep de cette île. Je travaille pour les étudiants Inuits. On a quand même un bon pourcentage ici d'étudiants des Premières Nations, Inuits, Naskapi surtout, qui viennent étudier ici au Cégep de cette île. Alors moi, je suis aide pédagogique aux apprentissages. Moi, je les accompagne dans le quotidien de ce que c'est que la vie d'étudiant au Cégep. Je suis là pour animer un peu les activités. Je suis là pour faire des liens, pour faire des ponts. On est justement dans le local Eshkut, Eshkut qui signifie vers l'avenir. Alors, c'est ça, moi je suis très contente de mon travail ici avec les étudiants. Puis, en dehors de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, ma présentation. Ouais. Et comment c'était pour toi de recevoir l'invitation? C'est super. Moi, je trouve de savoir qu'au Brésil, des gens s'intéressent à ma communauté, à ma nation, à notre littérature. Je pense que d'avoir une percée comme ça dans un pays très lointain ou en tout cas étranger à nous, tu sais, je trouve que c'est merveilleux. C'est le miracle de la littérature, en fait, des liens qu'on peut créer, de jusqu'où la voix peut porter. Puis j'ai trouvé ça super d'avoir cette invitation-là, surtout que j'ai appris il y a quelques années en travaillant aussi avec une professeure du Brésil qu'il y avait aussi des auteurs des Premières Nations au Brésil. Puis elle faisait beaucoup de liens entre nous, les auteurs Inuits ici, puis les auteurs des Premières Nations du Brésil. Fait que je trouve ça super que ça continue ce lien-là une invitation d'ailleurs d'un autre organisme, mais quand même de voir que il y a des liens à faire, à tisser toujours entre les nations. Merci beaucoup. Je suis certaine que ce sera juste le début d'un grand lien. Ouais, merci. Donc, Joanne, si tu peux partager la vidéo que les étudiants et étudiantes
Coucou Naomi, moi c'est Claudia, je suis enseignante de langue française à l'Université fédérale du Paraná, au Brésil. Nous sommes ici avec un groupe d'étudiants. Ils étudient le français comme langue étrangère et certains se préparent aussi pour devenir des enseignants. Nous avons lu l'œuvre Monica Netich et nous sommes ici parce que nous avons quelques questions à vous poser. Coucou Naomi Fontaine, je m'appelle Paula, je suis étudiante ici à l'Université fédérale du Paraná et je voudrais vous poser une question par rapport au temps. Comment les Inuits aperçoivent les cycles saisonniers et aussi comment cela influencie votre vision, mais votre cosmovision? Coucou Naomi Fontaine, je m'appelle João Victor et ce que j'ai apprécié dans Monica Netich, c'est cette thématique d'identité et de connexion avec la communauté. Alors on y voit cette protagoniste marquée par ce désir de redécouvrir sa terre d'origine, sa communauté et d'en faire partie, tout en ayant du mal à s'y sentir vraiment intégrée. Donc j'aimerais savoir un peu plus de votre procès d'écriture. Comment est-ce que vous avez décidé d'aborder ces thématiques et comment ce besoin d'appartenance de la protagoniste, comment cela a influencé la structure du roman? Coucou Naomi, je m'appelle Rayun. Ma question porte sur les élèves. Mélina, Marc et Rodrigue ont des histoires si profondes. Comment vous les avez construits? Ils s'inspirent en personnes réelles? Coucou Naomi, je m'appelle Laetitia, je suis étudiante à l'UFPR et ce que j'ai apprécié a été le choix des thèmes que vous avez abordés dans le livre. Alors, ma question est pourquoi vous avez décidé de mettre le suicide du personnage Marité dans le livre? Dans le livre? Coucou Naomi, je m'appelle Cynthia. Bien, votre livre m'a beaucoup intéressé par sa réflexion, l'école et la communauté autochtone. Que conseil donneriez-vous à une future enseignante face aux défis à venir? Coucou Naomi, je m'appelle Vanessa, je suis étudiante à l'UFPR et je voudrais poser une question sur l'éducation. Au cours de la lecture du livre, nous pouvons voir les difficultés que les personnages ressentent en tant qu'enseignante et en raison de son éducation différente de celle de sa communauté. Est-ce que vous pensez que les modèles d'éducation québécoise fonctionnent pour les étudiants inuits? Coucou Naomi, je m'appelle Fernanda, je suis étudiante à l'Université fédérale du Paraná au Brésil. Pour moi, un moment très intéressant du récit est la rencontre avec le personnage Jean-Guy, qui fascine Yami. La narratrice va jusque lui emprunter sa voix pour raconter. Elle lui demande même si elle pourra un jour raconter son histoire. Pourquoi Jean-Guy est-il un personnage aussi fascinant au point de mériter d'être le dépositaire de la voix narrative? Merci. 1, 2, 3, valendo. Merci Naomi! Là, donc super. Moi, ça me touche beaucoup parce que, tu sais, ce que je comprends, c'est des études pour la langue française, hein? C'est ça pour enseigner le français. Oui. Puis il y a tellement une multitude de romans, de livres, d'auteurs, de plein de pays du monde que vous auriez pu choisir pour enseigner le français, qui sont d'excellents livres, tout ça. Puis ça me touche de voir que pour enseigner le français, on utilise la littérature. Mes livres, la littérature inou, c'est assez, je trouve ça vraiment merveilleux. Mais toutes les questions sont excellentes. Est-ce que je réponds aux questions? Donc, en fait, j'avoue qu'il y a beaucoup de questions. Oui. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de résumer ce qui a été dit et de le mettre comme des blocs de questions. Mais si au travers, je peux répondre à des questions par rapport à tes questions, je le ferai parce que c'est des questions super intéressantes. Puis, c'est drôle parce que c'est les mêmes questions que les gens me posent ici. Tu sais,
C'est intéressant. Ouais, la part de la fiction, la part de tout ça. Ouais. Je vais te laisser poser des questions. La première question va justement dans ce sens. C'est par rapport à la procédure d'écriture, ce qu'on discutait tout à l'heure pour les ateliers. J'imagine que ce soit plus ou moins ça. Ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que vous transformez du réel en littéraire et qu'est-ce que t'inspire à le faire? Comme par exemple l'école Manikanetish que j'ai eu l'occasion de la voir ce matin. Les étudiants, je ne sais pas si ce sont des personnes qui tu as enseigné au cours des années. Euh, Ton nom de famille apparaît aussi plus tard dans Shuni. Donc, qu'est-ce qu'il y a de réel dans la littérature? Ouais, ben c'est un processus, si j'y vais avec les 3 romans que j'ai écrits, ça a été un processus un peu de réflexion. Qu'est-ce que je laisse dans quel nom, par exemple, tu sais, qui est-ce que je peux nommer, qui je peux pas nommer, jusqu'à quel point je peux me permettre de m'inspirer d'un personnage, d'une personne réelle pour en faire un personnage. Puis, ben moi, plus encore, c'est jusqu'à quel point je peux m'inspirer de la vie de quelqu'un pour moi la prendre puis la mettre dans mes mots puis après ça diffuser ça où on sait pas jusqu'au Brésil apparemment puis tu sais il y a cette pudeur là ou en tout cas cette intimité là des gens que moi je côtoie réellement qui sont des gens avec qui je vais passer le restant de ma vie dans ma communauté fait que j'ai ce devoir là aussi de respecter l'intimité des gens leur vie en général quand j'ai commencé avec Questipon, c'était vraiment une grosse question que je me posais, tu sais, parce qu'il y a des moments durs dans Questipon. Puis cette souffrance-là, moi, je me disais que je décris dans Questipon, elle m'appartient pas, tu sais, c'est à la personne qui vit cette souffrance-là. Puis jusqu'à quel point, moi, je peux prendre ça, puis l'exposer un peu, parce que je crois que la souffrance, c'est quelque chose de précieux, c'est pas quelque chose qu'on jette, surtout la souffrance de quelqu'un qu'on connaît, le drame de quelqu'un qu'on connaît. Pour moi, c'est ma famille, c'est ma communauté, tu sais. Fait que dans Questipon, vous remarquerez peut-être qu'il n'y a aucun nom, puis très peu de descriptions physiques, c'est plus ou moins facile de reconnaître, même pour les gens qui connaissent ici. C'est beaucoup des ils, des elles. Là où est-ce que moi, je me dévoile davantage, dans le fond, dans Questipon que dans les autres portraits. Tu sais, c'est sûr que, mettons, le portrait de ma grand-mère, je le dis, mais même là, il n'y a pas de nom. Fait que, tu sais, il y avait comme vraiment ce conflit-là dès le début. Dans le fond, quand tu parles de gens très proches de toi, tu parles de la réalité. Comment on peut faire ça? Pour Manikenetish, j'y suis allée comme plus frontalement avec mes personnages parce que je leur ai demandé. J'ai enseigné 3 ans à Manikenetish comme prof de français. J'ai eu plusieurs classes, plusieurs élèves pendant ces 3 années-là. Puis, j'ai rencontré ces jeunes-là. Puis je les ai rencontrés dans ce qui est dans toute leur force, mais aussi dans leurs difficultés. Ils ont partagé avec moi de toute façon tout ceci dans une communauté. Puis, puis j'ai choisi certains de mes élèves qui sont devenus des personnages de Manikenetish, mais j'ai demandé cette fois-ci la permission. J'ai demandé à chacun, comme Rodrigue, c'est un véritable élève, Marc, Marité, tout ça, c'est des vrais élèves, tu sais, puis que j'ai changé les noms. Puis, je leur ai demandé la permission d'écrire leur histoire. J'ai dit, ce que tu as vécu, moi, ça m'inspire. Tu sais, moi, ça me touche, puis j'ai envie de l'écrire. Est-ce que tu me donnes la permission de l'écrire? Puis tous les élèves à qui j'ai demandé, ils m'ont dit oui. Tout de suite, tu sais. Mais j'ai dit, avant même de le publier, avant comme de le donner à mon éditeur, je vais prendre les parties parce qu'il est fait en segments, Manikeneta. Je vais prendre les segments de quand je parle de toi, puis je vais te les faire lire comme pour approuver, tu sais, puis ils étaient tous d'accord avec ça. Quand ils ont lu, ils ont été touchés, ils étaient contents, ils étaient très contents. Un en particulier qui était très content, c'était Rodrigue, mon beau Rodrigue. Pourtant, il n'y a pas le beau rôle là, dans Manikeneta. C'est l'élève qui nous envoie tout chier, là, à un moment donné, là, tu sais, mais, tu sais, il y a cette transformation-là, puis, tu sais, je veux dire,
c'est très drôle parce que Rodrigue, aujourd'hui, il est étudiant au cégep. Fait que moi, je travaillais à Manicaneta, j'étais élève au secondaire. Puis là, on se revoit ici au cégep. Il a vieilli, tu sais, il a grandi, il a maturé, il est devenu papa aussi cette année. C'est merveilleux. Mais on avait déjà comme réglé nos conflits, puis on avait déjà au secondaire, puis tu sais, de le voir ici, de ce lien-là qu'on avait créé, moi puis lui, c'est vraiment, c'est vraiment super. En réalité, je suis vraiment fière de lui. Fait que je crois que pour Manicaneta, j'avais déjà ce lien de confiance-là avec les étudiants, les élèves. Tu sais, je pense en fait qu'il avait compris à force de me côtoyer, à force que, de travailler ensemble dans la classe, que je les respectais. Premièrement, je respectais qui ils étaient, j'avais du respect pour leur savoir, pour leur identité, puis aussi que je les aimais profondément finalement, que je leur voulais du bien, que leur réussite, c'était ma réussite. Tu sais, c'était pas juste, je m'en allais pas juste travailler ou tu sais faire mes heures puis vivre ouvrant les vacances là, tu sais moi je m'impliquais sincèrement avec mes élèves puis ils l'ont senti parce que sinon ils m'auraient pas fait confiance pour raconter par exemple cette histoire-là tragique d'une sœur qui se suicide, tu sais je veux dire c'est tellement c'est tellement lourd, c'est tellement dramatique, c'est une tragédie, c'est une mère de famille. En plus, elle avait un enfant. Puis, euh, puis il y a tellement plein d'incompréhensions, il y a tellement plein de questions. C'est, 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 c'est ça, c'est une tragédie où est-ce qu'on n'a pas de solution, tu sais. Fait que il faut que tu aies confiance en la personne pour dire, OK, oui, tu peux le raconter. Puis par rapport à ça, il y avait une question là-dessus. Pourquoi j'ai choisi de parler de suicide? Premièrement, parce que c'est arrivé pendant que j'étais là, pendant que j'étais enseignante à Manicanetouche. Puis pour moi, l'important dans cette thématique-là qui est très lourde, euh, c'était, je voulais pas mettre l'accent sur la personne qui s'était enlevé la vie. Pour moi, ça, c'était clair. Je voulais pas, parce que il y a pas de, tu sais, je voulais pas répondre à une question pourquoi ou d'où ça vient ou c'était pas ça, moi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était mon élève qui revenait à l'école dans la classe de français puis qui disait, moi, malgré ça, je choisis la vie. Moi, c'était ça. C'était ça qui me touchait là-dedans profondément. C'était ça que je voulais, de quoi je voulais parler. C'est une élève brillante en plus que j'avais en français. Puis il y avait quelque chose puis moi, à la question à laquelle je voulais répondre, c'est pas pourquoi on s'enlève la vie. C'est comment on fait pour survivre à ça. Comment on fait quand quelque chose d'aussi grave arrive. Moi, on est 5 dans ma famille, j'ai 3 sœurs. Tu sais, je me mets dans la peau de cet élève-là, puis je me disais puis comment on fait, puis c'est quoi le chemin en fait? Tu sais, quand est-ce qu'on choisit la vie à ce moment-là? Parce que il y a cet effet-là aussi quand quelqu'un de proche de toi se suicide, c'est une petite fenêtre qui ouvre, tu sais, dans ton désespoir un peu, tu te dis, ah, ben, ça peut être un chemin, ça peut être, tu sais, puis comment on fait pour la fermer, cette fenêtre-là? Moi, je m'inquiétais aussi beaucoup par rapport à mes autres élèves qui étaient proches de cette jeune femme-là, puis surtout pour mon élève qui était là, qui était sa sœur, puis fait que c'est ça, c'est surtout ça, moi, mes inquiétudes, mes questions, puis ça laisse des marques, ça laisse des traces. Puis je voulais aussi qu'on témoigne de ça, de cette tristesse-là, de cette colère-là, incompréhension-là, que mettre des mots, parce que moi, je l'ai senti dans ma classe, dans toutes mes classes à ce moment-là, qu'il y avait beaucoup de non-dits, qu'il y avait beaucoup de tristesse, que tu sais, puis cette colère-là, même, ça devient de la colère aussi quand tu comprends pas. Ben, il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'elle existe, il faut que quelqu'un en parle, il faut qu'on dise, fait que pour moi, ça a été aussi ma façon à moi de l'exprimer, tout ça. Fait que la part, puis je vais finir avec Chouni. Chouni, c'est le livre. Moi, je l'aurais décrit comme un essai un peu. C'est récit, tu sais, récit, essai. En tout cas, j'avais quelque chose à défendre dans ce livre-là. Puis, Chouni, c'est le livre où est-ce que
je me suis vraiment éloignée de la fiction. Je me suis vraiment rapprochée le plus proche possible de la réalité. Euh, ils appellent ça en anglais, c'est de la non-fiction. Ça décrit mieux, je pense, qu'est-ce que c'est que l'essai. Fait qu'on est très proche du récit. On n'essaie pas de créer tout à fait une fiction, mais on essaie de créer quelque chose qui est une histoire finalement, tu sais. Puis pour moi, ce livre-là, c'est vraiment le livre de l'affirmation. Puis ça a été le livre le plus intime par rapport à moi-même, mon regard sur ce qui a évolué à travers les années sur ma communauté, mon identité, tout ça. Fait que c'est toujours un jeu, c'est toujours, tu sais, je veux toujours garder mon rôle de créatrice, on va dire, d'écrivaine dans lequel je suis pas obligée que tout ce que j'écris, c'est la réalité 100%. Puis, tu sais, non, moi, comme j'expliquais tout à l'heure, je suis pas une historienne. Moi, j'écris, tu sais, je suis une auteure. Fait qu'il y a toute cette part-là de fiction. Mais au fond, c'est c'est réel de ce que je veux dire. C'est basé sur la réalité. La plus belle preuve que je peux vous donner de ça, c'est pas des études universitaires, c'est quand quelqu'un de ma communauté vient me voir, puis qui vient de lire un de mes livres, puis il me dit tout content, tu sais, tout ravi d'avoir lu le livre. Il me dit c'est vraiment le fun ton livre parce que on voit la réalité, on voit les gens. Puis tu sais, un des plus beaux compliments qu'on m'a donné, c'est tu sais, je pourrais être un personnage dans ton livre tellement ce que je décris, ça correspond à ce qu'on vit réellement. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que dans le fond, tout est là, mais j'ai quand même tout le côté de la fiction pour tisser à travers toutes ces histoires-là que je veux raconter. Merci, c'est super complet comme réponse. Ça touche à plusieurs sujets qui vont revenir plus tard aussi. Euh, et une autre question qui a apparu dans la vidéo que j'aimerais répondre, c'est le moment où Jean-Guy prend la parole, alors dans les Canadiens. Comment pouvons-nous comprendre ces moments où un personnage inou prend la parole pour parler de son histoire, de l'histoire de son peuple aussi, et comment nous, en tant que communauté, en tant que groupe de personnes qui ont été colonisées, comment nous pouvons prendre la parole dans des espaces qui sont souvent invisibilisés, mis en marche. Mhm. Ben, en fait, ce segment-là sur Jean-Guy, c'est les seuls que j'ai gardé leur vrai nom en plus. Jean-Guy et Anne-Marie. Excusez. C'est les seuls qui sont pas des personnages fictifs. Puis, puis ça s'est réellement passé comme ça. Puis c'est drôle parce que moi, j'avais jamais fait attention que je cédais à ce moment-là le narrateur, là, la voix la voix narratrice à un autre personnage. Ça s'est fait très naturellement dans l'écriture. Mais c'est intéressant de le faire ressortir, je trouve, parce que les Inuits, c'est des gens, un peuple issu de la tradition orale. L'oralité a toujours eu une grande place chez les Inuits. Durant des siècles, on n'avait pas l'écriture. C'était pas quelque chose, tu sais, peut-être quand c'est arrivé, oui, certaines personnes écrivaient, mais l'oralité a toujours eu une grande place. Puis, tu sais, une façon de raconter, une façon de transmettre justement, tu sais, ces histoires-là très anciennes qui forgent notre histoire, qui forgent notre identité, qui nous rappellent d'où est-ce qu'on vient dans la forêt, tout ça. Puis oui, je pense que là-dedans, il y a quelque chose, la prise de parole de Jean-Guy. On dirait qu'il y a tu sais, il y a des moments, mettons, quand quelqu'un parle, que c'est très, très important. On dirait qu'on le note, c'est instinctif. Tu sais, on essaie de noter ses paroles un peu très, très, tu sais, d'être très fidèle à comment qu'est-ce qu'il raconte, tout ça, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire à travers ça. Puis je pense que ça a été un moment comme ça. On était dans le bois, très loin très loin, en tout cas très isolé, on va dire. Il n'y avait rien autour, mis à part du bois, de la forêt. Puis
Puis c'était ça, on était dans une cabane, on avait passé une journée tellement le fun avec mes étudiants, tu sais, on riait, puis Jean-Guy nous avait partagé cette histoire-là, tout le monde l'avait écouté, puis très, très heureux, tu sais, de partager tout ça, puis qui s'était mis à rire à la fin, on avait tout ri, tu sais, puis c'est ça, tu sais, entendre peut-être aussi mon regard d'écrivaine aussi, quand on sent qu'on tient quelque chose, une bonne histoire, tu sais, quelque chose qui pourrait avoir un impact, qui pourrait toucher les gens, tout ça. Moi, c'est ça, c'est instinctif, tu sais. Puis c'était la première fois que je savais que j'allais écrire. Je savais pas où, je savais pas quand. J'avais pas encore, j'étais encore enseignante à ce moment-là. Fait que j'étais pas en train d'écrire Mannequin juste quand il nous a raconté cette histoire-là. Mais je la trouvais tellement belle, son histoire. Puis tout de suite, je lui ai demandé, ça s'est vraiment passé comme ça. Puis j'ai dit, est-ce que je peux, j'ai dit, parce que là, il me connaissait comme enseignante. Moi, j'étais enseignante, j'ai accompagné les élèves. Puis j'avais dit, tu sais, Jean-Guy, j'ai dit, moi, j'écris aussi dans la vie. Puis j'aimerais ça un jour écrire cette histoire-là. Puis il m'avait dit, ah oui, oui, fais ce que tu veux, tu sais. Puis c'était vraiment quelqu'un de généreux. Puis c'est ça. Je trouve que ça s'est fait comme ça, instinctivement. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la colonisation, ou, tu sais, qu'est-ce que ça nous apprend? Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est ça, c'est tout le côté justement, de l'oralité, de reprendre un peu, de redonner à l'oralité sa valeur, puis dans les institutions, surtout, ça, on a beaucoup, beaucoup de misère de dire cette histoire-là, elle est orale, mais je peux me fier là-dessus, tu sais, je peux aller puiser dans l'histoire que mes grands-parents me racontent, qui leur viennent de leurs parents à eux, de leurs grands-parents. Ça, tu sais, on a beaucoup de misère parce que on est dans une société de l'écriture. C'est l'écriture, c'est ça qu'on a mis de l'avant, c'est ça qu'on a décidé tu sais, si c'est pas écrit, pas sûr que c'est vrai ton affaire, tu sais. Mais je pense que pour nous, en tout cas, comme peuple colonisé aussi, c'est une façon de se décoloniser, c'est de redonner la place des histoires de nos aînés, de leur redonner comment qu'on peut dire ça, quand on fait confiance à une parole, à quelque chose, c'est Légitimité? la légitimité, voilà, tu sais, cette légitimité-là que, oui, tu sais, je peux te citer, même dans un travail universitaire, même si t'as pas comme étudié là-dedans ou t'as pas un diplôme là-dedans prérequis de je sais pas quoi, tu sais, on prend des gens pour des savants de leur histoire, tu sais, il y a toute cette idée-là aussi ça prend faut avoir fait des études, tout ça. Je pense que dans l'idée de se décoloniser, il y a cette idée-là aussi d'aller rechercher aux sources, justement. Nous, c'est très difficile, en fait, ce chemin-là. C'est le chemin pas facile là, qu'on essaye de faire comme un peu pas de reculer, mais de retourner au fondement, de dire, regarde, nous, on avait des fondements solides, puis on nous a dit, tant c'est ça, mettez ça de côté, c'est pas important. Voici, je vous donne ça, le français, tu sais, les livres, tu sais, l'éducation blanche. Voici, ça, c'est solide, tu sais. Puis on a tout ce travail-là à nous à se dire, mais c'était solide ce qu'on avait aussi dans le passé, c'était solide ce que nos ancêtres enseignaient, leur système d'éducation. Tout à l'heure, j'avais la question, par exemple, sur le temps, sur les saisons, la vision du monde un peu. Tu sais, il y avait il y avait un chanteur très connu ici. Je vous invite à aller écouter ses chansons. Il chante en Innu-et-Moon. Il s'appelle Florent Volant. Il a fait partie d'un groupe que c'est Cashton. Mais à un moment donné, on était à table ensemble, puis il racontait ça, tu sais, on était assis avec un Québécois aussi, un Blanc, puis on était nos trois, puis là, on parlait, puis là, tu sais, il parlait de ça. Ben, c'est dans Chouni, en fait. Je pense que je l'ai pas écrit dans Chouni, ça.
suis pas certaine, je l'ai écrit dans Shuni, la vision du temps, tu vois, tu sais. Oui, hein, c'est ça. Fait que, tu sais, juste, pour nous, une montre, tu sais, c'est un compteur de lune, tu sais, c'est comme ça la traduction littérale de la montre en Innu. Fait que, puis, tu sais, on est très loin, comme il dit, de la seconde. Fait que toute cette façon de voir, tu sais, c'était par lune que le temps passait. Puis il y avait dans cette façon de vivre, en fait, tu sais, au quotidien, c'était le quotidien, c'était, tu sais, on vivait, on regardait les cycles de la lune, c'était ça qui rythmait un peu le temps, qui rythmait un peu les saisons, comment est-ce qu'on avançait dans tout ça, mais on a l'impression parfois, puis ça c'est très, ça c'est une femme aussi qui m'a donné cet enseignement-là, une femme de ma communauté. Il n'y a rien de plus exigeant en fait de vivre au jour le jour de cette façon-là, tu sais, sans calendrier, sans savoir, tu sais, tu vis au rythme de la saison, au rythme de la nature. Quand on regarde ça de loin, on a l'impression, oh mon Dieu, tu sais, bohème, merveilleux, puis tu sais, ça a donc bien l'air le fun, leur façon de vivre, mais c'est extrêmement exigeant quand tu peux pas savoir d'avance tu sais, le lendemain, est-ce que je vais avoir quelque chose pour nourrir mes enfants? Quand ils se lèvent le matin, le père de famille s'en va à chasser. Tu sais, est-ce que je vais avoir quelque chose à donner à manger à mes enfants? Puis, c'était un travail quotidien extrêmement exigeant. Fait que cette façon de vivre là un peu au jour le jour, je trouve que c'est ça. Si on le reprenait comme c'était dans la tradition, ben là, on retrouverait les bases qui sont en fait les bases des valeurs inouïes qui sont l'exigence. C'était des gens qui étaient exigeants envers eux-mêmes. C'était des gens qui travaillaient sans cesse. C'était des gens qui avait pas de temps à perdre non plus, là, tu sais, je veux dire, c'est un travail tellement exigeant, le travail de la survie en forêt, puis de subvenir aux besoins de sa famille, des gens autour. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un peu, il faut, je pense, à la base, il faut mettre de côté l'idée de l'Indien qui se laissait bercer par la nature et par le vent et Pocahontas, là, tu sais. Il faut mettre ça un peu de côté, puis avoir vraiment la vraie vision. Les Inuits, autrefois, c'était des gens qui vivaient dans la survie au jour le jour. Euh, Certainement, il y avait beaucoup de spiritualité dans leur façon d'être en contact avec la nature, avec la forêt, mais c'était pas des gens qui parlaient aux arbres ou, tu sais, c'était des gens pour lesquels la spiritualité, c'était aussi une question de survie. Par exemple, là, je suis partie, là, par exemple, le tambour, OK? Pour nous, notre tambour traditionnel, c'était le Tewagen. Puis, oui, il y avait certainement des temps dans l'été de célébration où on dansait, mais la principale fonction du Tewagen, qui était vraiment sacré pour nous, qui l'est encore sacré. Une femme peut pas jouer du Tewagen, n'importe qui peut pas jouer du Tewagen. Très peu de gens sont élus pour jouer du Tewagen. Alors, ce tambour-là qui est sacré, qui était sacré, servait à une chose en particulier. Précisément, son devoir à ce tambour-là, c'était de montrer le joueur de tambour faisait une prière ou en tout cas entrait en contact avec le monde spirituel pour que le tambour, ou en tout cas pour que le joueur de tambour ait des visions pour savoir où était le caribou. C'était vraiment ça la fonction première. Puis ça marchait. C'est ça qui est complètement incroyable. Parce que quand il y avait des famines, ils cherchaient, puis nous, ils cherchaient le caribou, il n'y avait pas de GPS, pas de skidoo, ils le faisaient à pied avec des raquettes, tout ça. Tu sais, je veux dire, tu peux pas te permettre de faire 10 kilomètres, ben mettons 50 kilomètres par jour, tu sais, de chercher. Il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas. C'est immense notre territoire ici, là. Fait que il demandait au créateur de lui montrer par vision où était le caribou et le créateur, dans sa bonté, lui montrait.
Fait qu'il y avait rien là-dedans de se laisser bercer ou je sais pas quoi. C'était vraiment utile. Il y avait un but précis à ça. Puis le fait que leur spiritualité était forte, ben ça fonctionnait. Tu sais, je veux dire. Fait que moi, je trouve ça. C'est ça un peu, moi, que je trouve dans la vision du monde. Et là, les choses ont comme été falsifiées, ils ont comme été amenées ailleurs, comme quoi que nous communions avec la nature, puis comme si on était là à se laisser, j'arrête pas de faire ce mouvement-là, mais c'est quand on me parle des Inuits, des fois, j'ai l'impression que c'est comme si on se laissait vivre ou, tu sais, qu'on se laissait comme guider par je sais pas quoi, tu sais. Non, non, c'était des gens extrêmement travaillants. C'était des gens qui ont travaillé toute leur vie juste pour survivre. Merci beaucoup. Je pense que je vais peut-être changer l'ordre de questions que j'avais pensé au début parce que ce que tu viens de mentionner fait écho très précisément à une autre question. C'est la façon dont l'avenir est présent aussi dans ton œuvre. Donc, à la fin de Monica Nettich, par exemple, il y a l'enfant qui va naître, donc l'enfant comme un symbole de l'avenir, d'un espoir aussi. Euh, dans Shuni, on a la présence des verbes au futur simple, donc c'est très textuel aussi de comment le futur apparaît. Est-ce qu'on peut comprendre cette intégration du futur dans le texte encore euh, comme une influence justement de cette nécessité de survivre, de devoir aller vers l'avant, de regarder vers l'avant, parce que c'est là où on va devoir aller pour survivre en tant que groupe. Est-ce que on peut comprendre ça encore comme une influence? Oui, certainement. Je pense que, tu sais, les Inuits ont ce désir-là de continuer à survivre. C'est sûr, tu sais, d'amener justement les futures générations à garder la culture, à garder le territoire, à garder leur langue. Euh, tu sais, c'est intéressant parce que euh, il y a eu un nouveau chef qui était élu en fin de semaine dans ma communauté. Puis il a donné, pendant sa campagne électorale, il a donné cette image-là qui est très, très belle, je trouve, pour décrire un peu comment sa vision, lui, de comment il voyait la communauté, comment est-ce qu'il voulait gouverner la communauté un peu. Il a donné l'image du canot. Vous savez, c'est quoi un canot? Ouais, il y en a au Brésil des canots, oui. OK. Je sais pas. OK. Un autre type de bois. Ouais, peut-être un autre type de bois. Bon. Fait qu'il a donné l'image du canot. Puis nous, quand on montait dans la forêt pour aller justement à la chasse au caribou, ça se passait par canot. Alors, les gens montaient dans leur canot. Puis dans le canot, il y a comme des places assignées, voyez, tu sais. Alors, la place en avant, c'est la place de la femme. La place en arrière, c'est la place de l'homme. L'homme, tu vois, lui, et c'est parce qu'en arrière, c'est lui qui a la rame pour diriger, tu vois. C'est lui qui dirige un peu. Si on va aller par là, c'est lui qui va savoir le diriger. Puis au centre, on mettait les enfants, tu sais, ou les aînés. Voilà. Alors, puis, mais en avant, la femme, c'est elle qui voit loin. C'est elle qui voit plus loin, OK? Où est-ce qu'on s'en va, là, tu sais? Puis, je trouvais très beau comment il décrivait ça. Le chef, il s'appelle Jonathan Saint-Onge. Il disait, c'est comme ça que la femme elle est. Tu sais, l'homme, lui, il va ramer, tu sais, il va vouloir nous amener où est-ce qu'on veut, mais on a besoin de femmes, il disait, pour justement voir plus loin. Parce que c'est elle aussi qui porte les enfants. C'est ses enfants à elle, c'est son avenir à elle qu'elle essaie de bloquer là-bas. Là, il va falloir qu'on arrête. Là, il va falloir qu'on sorte de la rivière, qu'on aille faire des portages, vous voyez. Fait que je trouvais que cette place-là de la femme, puis sans doute que dans mon écriture, étant donné que je suis une femme, je suis une mère aussi, sans doute que dans mon écriture, instinctivement, sans chercher à le mettre de l'avant, j'ai cette vision-là de l'avenir sûrement. Tu sais, il faut voir plus loin. Je pense à mes garçons, je pense à
à cette survie-là encore de la culture, à la protection, au fait de la faire grandir, qu'on reprenne juste notre place comme elle était à la base, une place vraiment importante, fondatrice de là qui venait de naître. Alors, oui, je pense qu'il y a quelque chose, certainement parce que je suis une mère qui cherche à construire quelque chose. Je pense qu'on peut passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc, ça sera avec un autre groupe. Maintenant, nous sommes ici avec un autre groupe d'étudiants de langue française de l'Université fédérale du Paraná. Ce groupe a fait la lecture de l'œuvre Chuni. Et ils ont quelques questions à vous poser maintenant. Salut Naomi, je m'appelle Mariana et au Brésil, les noms de familles et de peuples autochtones viennent de l'Argentine. Je voudrais savoir donc comment fonctionnent les noms de famille chez les Inuits. Sont-ils acquis, donnés ou choisis? Kwekwe, Naomi, je m'appelle Patricia. Je voudrais savoir si les autochtones du littoral, de la côte, les Inuits, ont des relations, des échanges avec le peuple du Nord, les Inuits. Est-ce que ces deux peuples ont lutté à un moment donné pour défendre leur culture? Et aujourd'hui, quels sont leurs rapports, par exemple culturels, sociaux, politiques? Salut Naomi, je suis Renan François, je suis étudiant ici à l'UFPR. Et la question que je vais poser c'est la suivante. Dans le monde entier, nous trouvons beaucoup de problèmes liés à la transformation, à la diminution ou à la décimation des groupes ethniques. Dans votre livre, Chuni, vous décrivez quelques-uns de ces motifs, principalement liés à la transformation sociale. Pour lutter contre ces problèmes, qu'est-ce que les Inuits font pour maintenir leur culture et s'intégrer dans la vie contemporaine sans perdre leur identité? Merci. Salut, je m'appelle Claudio et ma question est comment vous évaluez la représentation des peuples autochtones dans la littérature en général? Merci. Salut Naomi, je m'appelle Luisa et j'ai un commentaire à faire et aussi une question. Dans votre livre, vous avez écrit à propos d'un dialogue avec un représentant des premiers peuples. Nous ne nous connaissons pas et pourtant nous nous reconnaissons dans la tragédie de l'autre. Moi, je viens du Brésil. Je ne suis pas indigène, mais je me reconnais dans votre écriture comme femme d'un pays colonisé. Je me reconnais dans cette tragédie. Alors, quel est votre avis sur ce qu'on peut faire dans l'académie pour ouvrir plus d'espace pour ceux qui vivent cette tragédie, de façon qu'on n'aurait plus besoin que les colonisateurs parlent à notre place? Kwekwe Naomi, je m'appelle Anna et je voulais savoir comment les thèmes du livre ils sont apparus et est-ce que vous avez un plan dès le début ou les sujets sont-ils apparus de manière spontanée? Kwekwe Naomi, je m'appelle Jaïne. Je voudrais demander dans quel endroit vous vous sentez le plus inspiré pour écrire. Merci. Kwekwe Naomi, je m'appelle Hélène et je voulais savoir
Et comment vous voyez la construction de l'identité de ces personnes qui sont retirées de leur communauté et ont grandi dans une autre culture? Par exemple, les filles des immigrants ou même les personnages de votre œuvre. Kwekwe Naomi, je voulais vous faire passer que j'ai bien apprécié votre œuvre. La question est par rapport au enseignement des français. Vous, en tant que professeur de français, quelles sont les difficultés que vous avez aperçues dans l'apprentissage au peuple? Merci. Kwekwe Naomi, je m'appelle Gabriel. Je n'ai pas une question, j'ai juste un commentaire. Je voulais vous dire que j'ai trouvé votre livre très touchant et qu'il m'a fait penser et réfléchir sur plusieurs des questions émotionnelles sur ma propre vie. Donc, c'est ça. Merci. Merci, Naomi. Des questions extrêmement pertinentes, intéressantes. Toute cette question-là, d'être colonisée, puis je vais quand même répondre à ça parce que je trouve ça vraiment important, cette idée-là. La base de la colonisation, comme on l'a vécu, je connais pas l'histoire du Brésil, mais nous, comment qu'on l'a vécu ici, on avait une culture, on avait une langue, on avait un territoire, on connaissait parfaitement le territoire. Le territoire avait un nom, on avait nommé ce territoire-là, on avait nommé les rivières, on avait nommé les montagnes. On était capable de vivre dans ce territoire-là, on était capable de se soigner, on était capable d'enseigner, on était capable dans un territoire qui n'est pas le Brésil, qui est vraiment un territoire, comment on dit ça, coriace. C'était pas simple de vivre ici, mais on y est arrivé. À force justement de développer des compétences, de développer des connaissances, de développer des savoirs, des stratégies. L'Innu était extrêmement connaissant, il connaissait tout, tu vois, tu sais, puis il vivait dans ce territoire-là. Puis, tu sais, moi, c'est complètement, ça dépasse moi-même ma propre pensée quand je pense c'était quoi leur vie. Ici, on est sur le bord du fleuve, on est proche de la mer, on est sur le bord de la mer. Les gens partaient d'ici, ok, de cette île, de la baie de cette île, et ils montaient la rivière Meshteribo, ils montaient les rivières jusqu'à 700 kilomètres au nord, à pied, en canot, à porter tout ce que tu as besoin de porter, comme c'est le portage, c'est ça, c'est les tentes, tout ce que tu auras besoin, tu sais, la subsistance, les vêtements, tu sais, tout ça, tu sais, sur leurs épaules. Puis ils faisaient ça avec leurs enfants, les aînés, tu sais, puis il allait là parce qu'il fallait y aller, il fallait chercher le caribou. Voyez? Le caribou, c'était l'animal de subsistance. Puis après, quand il avait tué assez de caribou, il emballait ça, il le faisait, il le mettait en poudre, il le faisait sécher, tu sais, des manières de conserver, il le faisait fumer. Puis il redescendait jusque
ici. Ça prenait, ce voyage-là pouvait prendre certainement un 3 mois, 4 mois en montant. Il restait peut-être là un mois. Il redescendait. Tu sais, en tout, ça pouvait faire peut-être 8 mois dans l'année, tu sais, quand on peut dire à peu près. Puis après, il revenait ici. Là, c'était le temps du saumon. Ici, on a du saumon, on a de la truite. C'était beaucoup. Il y avait aussi tu sais, voyez un peu le cycle. Puis, tu sais, je veux dire, le portage, là, c'est quelque chose. Puis c'est montagneux ici, c'est montagneux, c'est froid, c'est l'hiver, c'est. Puis quand il venait ici, il restait quelques mois, puis tu sais là, c'est le temps des rassemblements, c'est le temps des mariages, tout ça. Puis moi, ce qui me fascine, ce que j'ai de la misère, tu sais, à concevoir aujourd'hui, c'est que après, à l'automne, il refaisait ça. Toujours, constamment. Ils refaisaient leur bagage, ils ramenaient leur toile, ils reportaient encore leurs enfants et ils savaient que ça allait être dur. Ils venaient de le faire, tu sais, ils savaient que c'était un effort constant que ça allait leur demander, un effort physique constant, un effort mental constant, cette espèce de recherche-là constante. Puis ils le refaisaient. Puis moi, je peux pas, tu sais, je veux dire, puis ça devait pas les rendre malheureux, tu sais. Je veux dire, quand tu es vraiment malheureux dans quelque chose, tu essaies de trouver une autre solution, tu sais, mais ils continuaient dans cette démarche, ils continuaient à faire ce long portage-là. Puis même, ça leur a brisé le cœur quand il a fallu, les jeunes les pensionnats ici, ça a commencé dans les années 1950, quand les enfants ont été pris de leurs parents, quand les enfants ont été pris de leur famille pour être éduqués, élevés dans des pensionnats, que c'était les religieuses puis les prêtres qui dirigeaient. Puis ça durait tout le temps qu'il fallait qu'ils montent dans le bois. Puis ça leur a brisé le cœur quand il a fallu, puis c'était leur manière à eux aussi, le gouvernement, de nous sédentariser, parce que ça leur a brisé le cœur de ne pas pouvoir amener leurs enfants. Puis ça, on dirait que c'est ça que peu à peu, là, on a cessé de faire ces portages-là. Parce qu'à un moment donné, tu ne pouvais plus le faire. Mais tu sais, ils n'étaient pas soulagés quand le gouvernement leur ont donné des maisons, quand le gouvernement leur ont créé des réserves. Il n'y avait pas ce sentiment-là de enfin, tu sais, non, ça leur a brisé le cœur. Puis ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais ils ont essayé de continuer à monter jusqu'où est-ce qu'ils montaient la rivière Georges, puis de refaire ça. Mais sans les enfants, c'était pas possible. Sans tout il y avait quelque chose, tu sais, qui manquait, évidemment, tu sais, c'est tes enfants. Alors, c'est là que la sédentarisation s'est installée dans nos communautés. Puis, puis c'est ça. Puis avec cette génération-là qui a été élevée dans les pensionnats, la colonisation, c'est là qu'elle s'est faite. Et puis, puis c'est ça, c'est venu briser vraiment toute l'identité des Premières Nations parce que ils ont amené une idée que même les Premières Nations avaient jamais pu imaginer, tu vois. Ce serait qu'une race pouvait être supérieure à une autre race, tu sais, qu'un peuple, qu'une langue pouvait être supérieure à une autre. Puis, tu sais, même aujourd'hui, euh, il existe certainement du racisme chez les Premières Nations envers les Québécois, envers les Blancs. Mais cette idée-là de supériorité de race, de peuple ou de langue c'est quelque chose qu'on a de la misère à, à concevoir, en fait, tu sais. Puis, euh, tu vois, ça, c'était quelque chose qui était venu vraiment les ébranler. C'est ça, la colonisation. C'est que j'arrive, puis je te dis, ta culture, ton territoire, ta langue, tout ça, oublie ça. Pense plus à ça. Ça marchait dans la forêt, ça marchait autrefois peut-être, mais maintenant, tu n'as plus besoin de ça. Moi, je vais t'apprendre la bonne langue. Moi, je vais t'apprendre la bonne culture. Moi, je vais te montrer comment ça marche le territoire. Tu vois, tu sais, comment gérer ton territoire. Puis après, quand tu auras eu tout ça, tu vas être heureux. Puis vous savez quoi? Les Inuits, parce que c'était une idée nouvelle, ils ont dit, ben pourquoi pas, on va essayer. Ils ont laissé aller leurs enfants dans les pensionnats parce qu'on leur a dit, vos enfants vont être heureux, vos enfants vont être bien, vos enfants vont devenir des médecins, vos enfants vont avoir de l'argent, ils vont réussir dans la vie, tu sais. C'était ça qu'on leur promettait. Puis on dit, OK, si nos enfants seront heureux, pourquoi pas, tu sais.
Fait qu'ils ont pris ce risque-là jusqu'à s'apercevoir dans les années 70, après 20 ans de ce cycle-là de colonisation, de se faire dire, parle pas ta langue, oublie ce que tu as appris, puis de se faire maltraiter. Maltraité, pas parce qu'il agissait mal, maltraité parce qu'il était inou. Après 20 ans de ce régime-là, là, les parents ont commencé à voir que leurs enfants étaient malheureux, que leurs enfants souffraient, que leurs enfants avaient honte, que leurs enfants étaient pas capables d'exprimer le malheur qu'ils vivaient. Puis, ils étaient devenus eux-mêmes très malheureux, les parents, parce qu'ils avaient été finalement forcés de se sédentariser, forcés de vivre un mode de vie qui n'était pas le leur. Puis là, ils se rappelaient dans l'autre fois comment ils étaient bien, comment c'était dur, mais comment qu'ils étaient libres, comment que c'était dur, mais comment est-ce qu'ils possédaient ce territoire-là, ils possédaient leur vie, tu sais. Fait que, et là, c'est là que là, les gens ont commencé à comprendre qu'est-ce qu'on leur avait enlevé. C'est là qu'on a réalisé que finalement, c'était pas ça. C'était pas ça le chemin qu'on pensait. Tu sais, je pense sincèrement qu'ils l'ont fait avec un cœur en se disant, peut-être que mes enfants peuvent être heureux comme ça. Peut-être, tu sais, je veux dire, ils n'avaient jamais vu, tu sais, je veux dire, le matériel, tout ce qui était moderne, tout ça, c'est très attirant quand tu sors de la forêt, tu sais, je veux dire, je comprends ces choses-là. Puis là, aujourd'hui, on est là, on est rendu là. Ça fait, le dernier pensionnat, il a fermé dans les années 80, 90. Là, ça fait au-dessus de 40 ans. Ici, moi, je vais parler pour ma communauté, qu'on a repris l'éducation, qu'on reprend un peu plus notre façon de voir, qu'on essaye de rechercher justement cette culture-là qui était immense, qui était solide avant que vienne cette colonisation-là. Puis là, on construit ça, on reconstruit, on va rechercher. Puis vous savez quoi? On réalise que c'était ça finalement qui nous rendait heureux. C'était de reconnaître notre valeur, la valeur, les valeurs anciennes. C'était d'être reconnu aussi. C'était moi, en tout cas, ça m'a amené ça. Ça m'a amené ça de me reconnecter avec ma culture, d'être en lien avec ma langue, d'être en lien avec les gens de ma communauté, de retourner dans la forêt. Jean-Guy, quand il m'a parlé de son histoire, les jeunes, qu'on était dans le bois, comment c'était simple, puis on avait ce sentiment-là de tout à coup qu'on n'avait pas eu, on n'avait pas connu encore d'être à la bonne place, tu sais, d'être là au cœur de ce qu'on recherchait finalement. Ça leur a pris tout ce chemin-là, tu sais. Ça leur a pris tout ce chemin-là. Puis je renie pas ce que la culture québécoise blanche avait à nous apporter. Je suis une écrivaine, j'écris en français. J'ai été capable de prendre ces richesses-là de la culture coloniale, on va dire, ou en tout cas la culture québécoise, je préfère parce que je reconnais la nation québécoise comme étant une culture extrêmement riche aussi, extrêmement belle, qui me nourrit. Alors, je suis contente de ce que ça m'offre. Les choses auraient pu certainement se passer autrement si on avait resté dans l'échange, dans l'unité, dans l'idée qu'on va fonder ce pays-là ensemble, puis on va être riches des uns des autres. Mais c'est toute une histoire qu'il falloir écrire. Pourquoi les relations ont changé drastiquement tout à coup dans les années 50 entre Québécois puis Premières Nations. Mais c'est ça, je veux juste finir, tu sais, en disant, par rapport à cette idée de colonisation-là, que finalement, moi, ce que je comprends, c'est que c'est pas possible d'enlever à quelqu'un sa culture. C'est génétique, c'est dans nos gènes, c'est des millions, des milliers d'années de génétique qui forment qui je suis, d'héritage, tu sais, génétique, qui va bien au-delà de l'héritage que je transmets avec ma bouche, c'est à l'intérieur de moi. Puis à l'intérieur de moi, quelque chose pour se sentir vivant doit avoir ce contact-là avec sa culture, avec qui il est, pour se sentir vivant puis se sentir légitime, digne de vivre pleinement.
Puis, fait que moi, c'est ça, je me dis, ils ont essayé vraiment d'éteindre les cultures des Premières Nations. Mais il serait jamais arrivé, tu vois, parce que c'est plus fort encore. C'est trop fort, en fait, tu sais, cet héritage-là, cette génétique-là. Puis c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Moi, je rêve qu'un jour, on arrête justement de réfléchir comme dans cette idée de coloniser. Puis des fois, on peut être très colonialiste, même si on se dit, oh non, moi, je suis correct. Mais moi, je rêve surtout qu'on puisse tout regarder chacune des cultures avec leur richesse, avec leurs différences. Puis moi, je ne crois pas non plus au discours, on est tous pareils, on est tous humains. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils, le monde serait emmerdant, le monde serait gris. Une chance qu'il existe les cultures, une chance qu'il existe les différences, une chance que les langues ont toutes ces mélodies-là qui sont différentes. Puis c'est ça qui fait que c'est le fun d'aller ailleurs, de rentrer en contact avec les gens, que la littérature est le fun, tu sais, parce qu'on est différent. On est différent, puis c'est très bien comme ça. Puis en même temps, reconnaître la richesse de l'autre, puis plus jamais se sentir dans une espèce de supériorité de race, ça, c'est ça qui nous a presque tués. Oui, absolument. Et finalement, ce sont les mécanismes qui ont été inventés justement pour dominer l'autre. Exact. Oui. Et la prochaine question va justement dans ce sens. Quel est le rôle de la littérature pour traduire justement cette multiplicité de cultures? Est-ce qu'on peut comprendre la littérature comme une traductrice, par exemple, des cultures? Oui, une traductrice des cultures, je trouve ça intéressant comme façon de nommer la littérature. Moi, comme j'expliquais tout à l'heure, Litia, je donne des ateliers d'écriture. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Surtout, j'aime faire des ateliers d'écriture parce qu'il y a plusieurs communautés Innu ici, sur la côte nord. Puis récemment, j'ai fait une tournée d'ateliers d'écriture. Puis j'ai été à la rencontre justement de jeunes Inuits qui plus ou moins aiment l'écriture, mais tu sais, avec qui j'avais le goût de partager ma passion, tout ça. Puis moi, mon regard de l'écrivain, en fait, comment je vois l'écrivain, ça, c'est toute culture confondue, je pense. L'écrivain, c'est pas quelqu'un qui écrit bien, premièrement. C'est pas quelqu'un qui est capable d'écrire. L'écrivain, c'est pas non plus quelqu'un qui va écrire des livres de 500 mots, des sagas de 10 000, j'exagère, 10 000, on va dire, de 10 romans, 1, 2, 3, 4, 5. Tu sais, pour moi, l'écrivain, comment moi je considère l'écrivain, c'est quelqu'un, premièrement, qui a un regard particulier sur le monde qui l'entoure. Il est capable de saisir avec son regard qu'est-ce qui le fascine, tu vois, il porte, c'est quelqu'un qui porte un regard, en tout cas, qui est conscient de porter un regard qui lui appartient, d'après ce que lui a vécu, d'après ce que on lui a enseigné, d'après d'après ses idées, les idées auxquelles la personne adhère, d'après ce qu'il a entendu, tu vois, tu sais, toute sa personnalité, capable de voir son regard particulier. Ça, c'est une chose. On l'a tout ça. Tout le monde a un regard particulier. Sauf que certains s'y attardent pas. Certains vont dire, bah, c'est pas important, ou, tu sais, certains vont s'attarder sur le regard des autres plutôt, tu vois, tu sais, fait que ça demande quand même un travail d'introspection. Fait que ça, c'est inné tout le monde là. L'écrivain, lui, est capable de le saisir, capable de dire, ah, mais regarde, moi, je vois ça, puis c'est comme ça, je le vois, tu vois. Puis, la deuxième chose, qui est le travail de l'écrivain, c'est d'être capable de le transposer. Puis, de le transposer, on l'essaye par les mots. Puis ce que tu as dans ton esprit, c'est ça le vrai travail en fait. Ce que tu as, ton regard, là, comment tu le vois, il faut que tu sois capable de le montrer, mais avec des mots. Puis que ce soit le plus fidèle possible à ce que tu penses, tu vois. C'est ça pour moi le travail de l'écrivain. Puis ça, tu vois, quand tu arrives à faire ça, c'est pas évident.
ça prend la réécriture. Tu sais, au début, il y a le premier jet, tout ça, la réécriture. Moi, quand j'écris, je fais beaucoup de réécriture jusqu'à temps que je dis pas 100% parfait, mais jusqu'à temps que ce que j'ai dans ma tête, ce discours-là, cette histoire-là, ce visage-là, tu vois, il soit là, il existe, mais dans les mots, tu sais. Puis même là, on n'est pas très, très bon juge de soi-même, tu sais, mais fait que c'est ça, je trouve. Puis quand on y arrive à ça, tu vois, ça prend beaucoup de travail. Pour moi, c'est ça, un écrivain. Ça, un enfant peut le faire, tu vois. Tu sais, le fait peut-être même plus aisément que quelqu'un qui a beaucoup lu, qui a beaucoup étudié, qui a beaucoup fait ci, fait ça, tu vois. J'ai rien contre les études, j'ai l'air de contre les études, je suis pour l'éducation, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça, c'est là que tu vois le déclic. T'as pas besoin, puis moi, je les amène là, justement, les jeunes, c'est nous. T'as pas besoin de savoir les mots compliqués. Le bon mot, là, qui va définir ce que tu veux dire, c'est le mot que tu as dans la tête, tu sais. C'est lui qu'on veut entendre, tu vois. C'est la voix, c'est ça la voix de l'écrivain. C'est ce que Dany Laferrière appelle le style aussi, tu sais. Dans ses livres, quand il parle de style, c'est ça. Quand quelqu'un, parce que quand tu lis son livre, tu l'entends parler. Tu l'entends, tu sais, fait que, c'est ça. Puis là, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça, c'était par rapport à la traduction. Fait que la traduction, oui et non, c'est peut-être la traduction de son intériorité vers l'écriture. Puis après ça, tout le monde n'est pas obligé d'être écrivain. Tout le monde peut être écrivain, mais tout le monde n'a pas besoin de choisir. La peinture fait ce travail-là, la chanson, la musique fait ce travail-là, la danse, pour certains, fait ce travail-là. Tu sais, il y a plein de façons d'entrer en contact, justement, d'exprimer. Puis vous voyez, tu sais, on le sait tout de suite quand on lit de la littérature ou bien quand on est en train de lire quelqu'un qui n'a pas pris ce temps-là, justement, d'aller, de se questionner sur moi, comment je vois ça, tu sais, moi, comment je le traduirais. Puis après, ça se fait dans tous les styles de romans, dans toutes les propositions qu'on a en littérature. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça la beauté, en fait. Puis c'est ça tout le travail. C'est ça qui est exigeant. C'est très exigeant, l'écriture. Ouais. Ben, je peux juste imaginer moi-même, je suis pas écrivaine, je suis lectrice, pas écrivaine. Euh, tu as mentionné tout à l'heure aussi le rôle des femmes dans la communauté, donc j'aimerais reprendre cette idée-là. Euh, donc, euh, nous avons vu surtout avec le cours que Joanne nous a très gentiment donné il y a à peu près un mois, le rôle aussi des femmes dans la transmission des savoirs dans la culture inuit. Et plus récemment aussi, nous avons vu aussi en mouvement des écrivaines des Premières Nations qui ont commencé à écrire aussi. Donc, nous avons Anantane Capèche, Joséphine Bacan, toi-même, Natacha Fontaine aussi. Donc, la question serait comment, dans quelle mesure les femmes sont-elles encore aujourd'hui responsables de cette transmission de savoir, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté? Et est-ce qu'on peut comprendre cette posture comme une façon de féminisme? Est-ce que ça s'applique aussi dans l'idée de féminisme qui est très occidental aussi? Comment on peut voir ça, le rôle des femmes dans la transition? Ben, en fait, cette question-là sur le féminisme, c'est assez intéressant. Euh, je... C'est... Premièrement, tu sais, dans la vision, premièrement, OK, des Premières Nations, en tout cas des Inuits, c'est un statut égalitaire. Vous voyez? Les femmes ne sont pas supérieures aux hommes, puis les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. Il y a une question-là d'égalité qui a toujours existé. La première, une des premières, ou bien si c'est pas la première ou la première ou la deuxième chef de Shefferville, tout de suite, ça a été une femme. Tu sais, on s'est pas posé la question femme, homme, tu sais, c'était Anantane Capèche. Puis, on s'est juste dit, c'est qui va faire la job?
tu sais, qui va être capable de faire le travail correctement, puis de nous représenter par rapport au ministère des Affaires indiennes. Cette idée-là de féminisme, c'est comme tu dis, est très occidentale parce que ce que je comprends du féminisme, c'est qu'on part de l'idée que dans une société donnée, l'homme se mettait supérieur à la femme et la femme était inférieure à l'homme, elle avait moins de droits, elle avait moins, on la trouvait moins compétente ou moins intelligente ou moins forte ou peu importe, tu sais, moins de place dans la société. Fait que on part de cette société-là qui était inégale, puis là, on essaie de la rendre égale. Les femmes prennent leur rôle puis disent, nous, on veut l'égalité. Si tu pars d'une société où est-ce que l'égalité, c'était la base même du mode de vie, les hommes tout seuls dans la forêt, ils n'auraient pas survécu. Les femmes tout seules dans la forêt, ils n'auraient pas survécu. Ça ne veut pas dire que les rôles étaient, ça veut pas dire que les rôles étaient tous pareils. Mais une femme, s'il fallait qu'elle aille bûcher, elle allait bûcher quand même. Tu sais. Il y avait quand même des rôles que, tu sais, c'était interchangeable, mais on essayait quand même d'avoir des rôles plus pour les hommes, pour les femmes. D'après, tu sais, je veux dire, la femme qui allaite, là, peut-être qu'on va la laisser allaiter, puis peut-être que le monsieur, il va aller pêcher du poisson pendant qu'elle donne le sein. Tu sais, je veux dire, c'est du gros bon sens à un moment donné aussi dans cette société-là. Mais quand on parle de la parole qu'on écoute, la parole qu'on donne, les savoirs, tu sais, il y a toute cette question-là aussi où est-ce que les femmes étaient moins éduquées dans les sociétés patriarcales ou en tout cas où est-ce que l'homme était censé être supérieur. Tous les savoirs, l'éducation, les histoires, ça appartenait à tout le monde. On ne mettait pas les femmes à côté. Là, le seul moment, c'était comme je vous disais, le joueur de Tewagen. Mais en même temps, c'est une question, je ne sais pas pourquoi, c'est de même, puis c'est traditionnel, mais c'était le seul endroit où est-ce que la femme elle pouvait pas, tu sais. Mais tout le reste, il y avait des femmes qui étaient guérisseuses. Tu sais, je veux dire, les femmes, c'était des guérisseuses. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un grand rôle là, dans la société. On pourrait dire que c'est des médecins ou des chamans, des spirituels. En tout cas, c'est pas qu'on leur donnait rien dans la spiritualité, c'était autre chose, voyez. Fallait bien qu'on laisse une petite affaire aux hommes. Mais, fait que c'est ça. Fait que quand on part de cette idée-là d'égalité déjà à la base, le féminisme aurait achevé les hommes, tu vois, dans notre société à nous. Fait que je suis pas prête à dire que je suis féministe parce que je pars pas de la même société que là où est-ce que le féminisme nécessairement a existé puis était nécessaire. Puis oui, je crois fondamentalement à l'égalité homme-femme. Je pourrais pas être contre ça. J'ai été élevée par une maman seule toute ma vie. Une maman qui a décidé de quitter sa communauté, sa réserve, quand j'avais 7 ans, partie avec ses 5 enfants à Québec. Elle connaît personne, puis tu sais, elle s'installe, on fait nos études, elle rentre à l'université, tu sais, elle nous a élevés tout le temps. Une maman, tu sais, comme ça, je veux dire, comment je pourrais ne pas croire à l'égalité? Puis, mais voilà, moi, je suis la maman de 2 fils aussi. Euh, je crois aussi énormément à la place des hommes. Puis c'est peut-être là que moi, je me retrouve un peu, j'irais pas, tu sais, on m'a demandé de faire comment on appelle ça, quand il y a plusieurs écrivains qui font un même livre, des collectifs féministes. Déjà, je fais pas nécessairement de collectif, j'écris pas pour des collectifs, mais ben, c'est pas que ça me tente pas, c'est que j'ai pas nécessairement le temps non plus tout le temps. Mais un collectif féministe, tu vois, j'y trouverais pas ma place. Ouais. Tu vois? Tu sais, c'est une question, je dirais, tu sais, on dirait que c'est quasiment un péché de dire qu'on n'est pas féministe. Moi, je trouve que c'est merveilleux de ne pas avoir besoin d'être féministe. Pour ma part, c'est mon héritage à moi et j'en suis fière de ça. Parce que je viens de ces femmes-là, tu vois, de ces femmes-là qui ont toujours eu leur place. Tu sais, je l'ai écrit, je pense, dans Chouni aussi, tu sais, quand mon grand-père dit à ses filles, il y a eu je pense qu'il était 13 filles. OK, il y a eu 13 filles, mon grand-père. Si t'es pas féminine, si tu crois pas à la valeur de la femme, là, c'est grave, là, tu sais. Puis, il a dit à ses filles, mariez-vous pas, tu sais, vous n'avez pas besoin de ça. Si vous vous mariez, ça va être comme traîner un boulet, tu sais. Je viens de cette mentalité-là, tu sais,
de grand-père qui a toujours cru à ses filles, tu sais. Puis ma mère qui a jamais douté de ses capacités, pas parce qu'elle était une femme, elle a douté parce qu'elle était inoue. Ça, oui, parce que ma mère, elle était profondément colonisée. Puis j'ai vu aussi son cheminement à elle de se décoloniser, comment c'était plus difficile pour elle parce qu'elle, elle a vécu vraiment plus intensément la colonisation. Moi, j'étais pas les pensionnats. Moi, tu sais, je veux dire, nous, on se faisait un peu regarder, mais on nous traitait pas de sauvages, là, tu sais, quand on allait au magasin, là, tu sais, c'est une autre époque. Mais elle a vécu de se faire moquer d'elle, de se faire mépriser, de la pauvreté. Les gens étaient très, très pauvres dans les réserves. Quand tu comparais avec, mettons, en ville ici, tu sais, ça, elle a vécu. Fait que c'est normal qu'elle ait été plus colonisée, puis que son travail de décolonisation a demandé beaucoup plus d'efforts, puis tu sais. Fait que, voilà, pour le féminisme, je pense que c'est pas mon combat. Euh, je crois tout simplement parce que je viens de là, c'est mon héritage aussi, c'est ça, je disais, tu sais, c'est génétique. Quand je regarde un homme, je suis pas intimidée. Quand je regarde un homme, je le regarde pas non plus en disant avec dédain ou avec mépris, en disant moi je suis plus intelligente que toi. Vous voyez, c'est ni l'un ni l'autre. Quand je regarde un homme, je regarde mon égal. Je pense que c'est comme ça. Ouais. Donc, ça fait aussi partie d'un mouvement comme décolonial aussi, dans le sens que enfin, on reconnaît que le féminisme est là, mais que ça fait pas nécessairement partie de notre culture. Oui, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est de reconnaître les bases mêmes de la culture. Tu sais, c'est de reconnaître d'où est-ce qu'on vient, c'était quoi les vraies valeurs de la culture, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, je veux dire, parce que sinon, on n'arrête pas, tu sais, je veux dire. Puis c'est pas mauvais en soi. C'est comme je disais, c'est important. Il y a des, tu sais, pour certaines sociétés, le féminisme était essentiel, nécessaire, puis ça a changé le monde, tu sais. Ça, je reconnais tout ça. Mais pour moi, ma société, mon peuple, Merci. On arrive un peu à la fin, donc je vous invite à partager vos commentaires aussi dans avec des messages. Vous pouvez écrire aussi en portugais, il n'y a pas de souci. Je peux les traduire à Naomi euh, tout à l'heure. Peut-être une question aussi pour conclure la rencontre. On sait que tu vas bientôt publier un nouveau livre. Donc, on aimerait savoir si, euh, comme dans vos livres précédents, il y a des choses qui font partie de ta propre histoire, de ta famille et tout ça. Est-ce qu'on va retrouver ces informations aussi, ces éléments dans ton nouveau livre? Je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, mais qu'est-ce que nous pouvons attendre pour ta prochaine publication? qu'est-ce qu'on peut attendre? Ben, en fait, le prochain livre, justement, ça, j'en aurais long à dire. Mais en fait, je vais vous parler juste du titre, OK? Le titre, c'est Egarades, qui signifie ne flanche pas. Puis ça, c'est mon thème principal dans ce livre-là, c'est la résistance. La résistance, parce que moi, il y a quelque chose qui me sidère quand je réfléchis à ça, à laquelle mes livres partent souvent de questions, en fait. Tu sais, comment c'est possible? Je suis toujours émerveillée, toujours. Puis moi, je me disais, tu sais, le gouvernement fédéral, avec l'appui du gouvernement provincial ici, a vraiment mis le paquet. Tu vois? Il a vraiment mis tout ce qu'il pouvait mettre pour que ma culture n'existe pas. Il a mis l'argent, il a mis toutes les idées, il a rassemblé des gens très intelligents, puis on dit comment on va faire pour les assimiler. L'assimilation, c'est que ta culture n'existe plus. OK, c'est ça l'assimilation. Comment on va les faire pour les assimiler? Puis là, ils ont sorti des idées, ils ont mis de l'argent, ils ont construit des réserves, construit des maisons qu'on n'avait pas demandées, construit des écoles, la loi sur les Indiens, tu sais, je veux dire, les gardes-chasse, les gardes-pêche, l'intimidation. En tout cas, ils ont mis le paquet, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient faire, tu vois. Jusqu'à moi, où est-ce que ça est venu me chercher vraiment, c'est quand dans les pensionnats là-bas en Colombie-Britannique, on a retrouvé
ce qui n'était même pas des sépultures, en fait, c'était des corps d'enfants enterrés, tu vois. C'est jusque là qu'ils sont allés, tu vois, laisser mourir les enfants sans, impunément, tu sais, en les enterrant sans même de tombe, sans même de, c'est loin, là, moralement, puis même pour un gouvernement, c'est extrêmement grave. Euh, puis moi, la question, puis on a beaucoup, beaucoup parlé des pensionnats ces dernières années. Depuis que c'est sorti, ça fait à peu près environ peut-être une quinzaine d'années que là, les gens ont commencé à parler de ce qui s'était passé, tout le, les martyrs, mais aussi les abus physiques, sexuels, psychologiques, tu vois, tout ça, ça l'a sorti. Puis on a beaucoup parlé des pensionnats. Puis moi, la question à laquelle je voulais absolument répondre, puis j'essayais de comprendre, c'est comment c'est possible qu'on existe encore? Tu sais, comment c'est possible? Moi, je comprenais pas parce qu'ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait qu'ils fassent là, pour qu'on n'existe plus. Puis j'étais fière tantôt quand je vous ai présenté, je vous ai dit, je suis la maman de 2 enfants inuits. Ça devrait même pas. Mes enfants ne devraient pas exister, je ne devrais pas exister, je ne devrais pas parler ma langue. Tu sais, dans les faits, tu sais. Mais on est là, puis on parle nos langues. Puis plus encore, on se réapproprie notre histoire, on se réapproprie notre culture. On a recommencé les portages. C'est complètement inouï, tu vois, tu sais. Puis là, on fait les portages, puis même parce qu'on est obligé pour chasser le caribou, on le fait par choix. On choisit nous-mêmes de s'imposer cette vie exigeante-là par choix, par amour, parce qu'on désire la culture. Puis moi, je me disais, mais comment c'est possible? Fait que pour répondre à cette question-là, je suis allée interroger les aînés de ma communauté. Puis je leur ai posé des questions sur leur enfance, sur leurs parents, sur leur mariage. Les aînés de ma communauté, c'est eux qui sont allés dans les pensionnats, puis qui en sont ressortis, tu vois. Puis ils ont eu des enfants. Ils se sont mariés, ils ont travaillé, puis ils sont encore vivants aujourd'hui. Eux, ils ont vraiment vécu ça. Fait que je leur ai posé des questions, tu sais, sur leur vie, tout ça. Puis à la fin, oui, je disais, puis c'est quoi, d'où ça vient cette résistance-là? Puis j'ai eu toutes sortes de réponses, toutes sortes de belles histoires. Puis j'ai décidé de faire un livre avec ça, un roman. Euh, le, le, la prémisse de ce livre-là, le début de ce livre-là, ce que j'ai compris, puis je vais finir avec ça, puis tu sais, de pas non plus tout vous raconter mon livre, mais le début le début de ma conclusion, le début de ma réponse à la question comment c'est possible qu'on existe encore, c'est par les petites choses. C'est les petites choses qui ont fait la différence. Quand on nous voyait pas, tu vois, la maman là, qu'on voyait pas à la maison, le papa qui faisait son petit geste de résistance, c'est les petites choses, c'est ça qui les ont marqués, eux autres. Puis c'est ça qu'ils ont transmis, tu sais. Puis c'est tout petit, puis tout à coup, là, avec les petits gestes qu'ils posaient, c'est devenu grand. Puis c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis on est dans un avancement, on est dans quelque chose que ça s'extrapole. Tu vois? Le chemin était tout mini, puis là, on dirait qu'on n'a plus de limite à cette espèce de gouvernance-là, d'autonomie, de ce qu'on désire apporter, premièrement, à nous-mêmes, à notre communauté, mais ailleurs aussi, tu vois? On dirait qu'on a pu mais c'était tout petit à la base. Fait que c'est les petites choses qui ont fait ça. Puis c'est ce que je trouve encore plus magnifique, tu vois. Tu sais, c'est pas des grands élans. Puis ces petites choses-là, tout le monde peut les faire. C'est accessible, tu vois. Si on veut se décoloniser, il y en avait une qui posait la question, tu sais, la colonisation, comment combattre ça. Puis c'est les petites choses. Des fois, on a l'impression qu'il faut aller faire des manifestations, qu'il faut aller faire des pancartes ou, tu sais, non, c'est dans ta maison. C'est dans la relation que tu as avec toi-même, avec les gens qui t'entourent, avec comment tu parles à tes enfants, qu'est-ce que tu leur transmets. C'est là qu'elle est la révolution, tu vois. Puis après, là, tu peux avancer quand tout le monde suit ce chemin-là. Fait que c'est ça.
je voulais dire. Bon, nous avons bien hâte alors de connaître la suite. Merci. Je pense que juste le fait de choisir, par exemple, tes livres dans un cours aussi pour enseigner le français avec C'est incroyable. un livre qui n'est pas euh, européen, qui n'est pas français. C'est déjà Un petit, un geste exactement. qui peut grandir, créer de nouveaux liens. Oui, tu sais, des fois, c'est tout à l'heure, vous m'avez toutes salué en disant quoi. Ça semble anodin, ça semble pas, mais ça me touche, puis ça m'aide à avancer, ça aussi. C'est un petit geste qui m'aide à me dire, tu sais, c'est mon affirmation, c'est mon affirmation, puis c'est pas simple de se décoloniser. Il suffit pas de dire, ben là, décolonise-toi. Non, non, c'est très difficile, ouais, tu sais, de retrouver cette force-là, cette affirmation-là. Mais c'est possible. Puis on peut s'entraider là-dedans. C'est moi, je le prends, toutes les quiz que vous m'avez donnés, je le prends. Le fait que vous ayez lu mes livres, je le prends, puis je l'apprécie, puis je me dis, je vais continuer parce que ça vaut la peine, ça vaut le coup, tu vois. Ouais, je vous remercie beaucoup.